آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème la misogynie dans le monde. En effet, partout dans le monde, à travers le monde, les inégalités entre femmes et hommes, ainsi que les situations de subordination des femmes envers les hommes perdurent. Malgré le fait que l'inégalité est un droit fondamental humain, les femmes ne bénéficient toujours pas des droits en même temps que les hommes. C'est dans cette optique que nous allons voir avec mes invités, mon consultant permanent et notre invité ici présent, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter. Monsieur Abdallah, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed Bignouba. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission. Au plaisir d'être sur ce plateau. En face de vous, nous avons notre invitée, Madame Karine Ngolé. Bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Il faut dire que vous êtes étudiante à l'Université Omar Bongo, Master 2 Sciences politiques. Relations internationales. Relations internationales, merci. Et vous êtes aussi coordinatrice de l'Organisation panafricaine de la jeunesse. Oui, le PAJPIA, et en même temps, je suis dans plusieurs casquettes dans la société civile pour les droits. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. Nous allons voir avec vous, c'est en l'occurrence la journée internationale de la femme qui sera célébrée demain le 8 mars. Avant de revenir, nous allons d'abord prendre cet élément et on se retrouve juste après. Souvent, quand on parle de cette journée, les garçons pensent que ce sont des histoires qui ne les regardent pas. Ce sont des histoires de filles. Et pourtant, cela nous concerne tous. Pourquoi? Parce que l'égalité, dans sa forme la plus simple, c'est le respect de l'autre et de ses choix. Donc l'égalité, c'est aussi refuser les identités qui nous sont imposées par la société, lorsque celles-ci ne nous conviennent pas. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'un vrai garçon ne pleure pas? Il doit être fort, sportif, et qu'une vraie fille doit être douce et fragile et savoir cuisiner. Vous voyez, ces stéréotypes et ces clichés réducteurs nous limitent tous et empêchent aussi les filles, aussi bien les filles que les garçons, d'accomplir leur plein potentiel. L'égalité, c'est aussi un accès égal à l'éducation. L'éducation est la clé qui permet d'acquérir son indépendance, de son autonomie financière. Monsieur Akono, à chaud comme ça, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. Bon, ici, l'élément nous fait un peu ressortir les différences qu'il y a entre hommes et femmes, la manière dont on éduque l'homme et par rapport à la femme. Ici, donc, c'est en quelque sorte faire ressortir les critères de référence, en fait, qui nous permettent parfois dans la mentalité de distinguer l'homme et la femme. Donc ici, c'est des critères de discrimination en quelque sorte aujourd'hui qui mettent l'homme en première place et la femme est souvent reléguée en second plan, dans nos sociétés. Ben, Madame Ngolé, elle nous rappelle, nous disant que l'homme ne pleure pas, c'est ce qu'on nous dit souvent à la maison. Le garçon ne devrait pas pleurer, c'est la femme qui a le droit de pleurer. Alors, quelle est votre réaction? Non, mais je disais que toute œuvre humaine est faillible. Seule l'œuvre divine n'est pas faillible. Ici, ça dépend des stéréotypes et ça dépend encore de quel pan de la socialisation du genre on veut prendre. Ici, l'homme
lorsqu'on parle de l'homme en Afrique, c'est l'homme debout, l'homme qui incarne le baobab, l'homme qui incarne le bouclier de sa famille. Il est censé ne pas pleurer parce qu'il faut le mythe de l'homme, de son autorité et du pouvoir. Donc, penser que celui qui est censé nous sécuriser, celui qui est censé combattre pour nous peut pleurer, c'est comme relever un peu une certaine faiblesse, une faillibilité en lui. Mais alors que dans les sociétés africaines, on a toujours présenté l'homme comme l'homme debout, comme le fer de lance, comme cette arme indestructible. Non, croyez-moi, l'homme pleure. L'homme aussi a des émotions comme la femme. C'est ici le côté penchant qu'il tend à présenter chaque fois en Afrique, que l'homme est le sexe fort, qu'il ne peut pas avoir des faiblesses. Non, l'homme en étant créé de Dieu, et que Dieu seul lui-même est dans sa position d'immuabilité et dans une position d'omniscience. Seul Dieu, dans son omnipotence, ne peut pas faillir, mais toute œuvre humaine est faillible, donc l'homme pleure. Monsieur Akono, alors, qu'est-ce que l'on attend par misogynie? Bon, selon le dictionnaire Larousse, donc la misogynie ici est un mépris systématique de l'espèce féminine, donc en fait de la femme. Donc c'est un sentiment qui apparaît, en fait qu'on observe chez certaines personnes, chez les hommes, ok, vis-à-vis des femmes, où la femme est souvent méprisée, reléguée au rang de quasi-rien, tout dépend. Et la misogynie varie en fonction des sociétés et des civilisations. Donc c'est un mépris de la femme, une relégation de la femme aux simples tâches ménagères ou aux simples fonctions de procréation. Mais, madame, nous célébrons ce 8 mars la journée internationale de la femme. Mais à quoi nous rappelle ou quel est l'élément déclencheur de cette journée? L'élément déclencheur de cette journée, le 8 mars, c'est la grève ouvrière de Saint-Pétersbourg avec tête de file Clara Zetkin, qui s'est levée, qui a estimé qu'en étant ouvrière, elle travaillait au même rythme que les hommes, elle avait le droit aussi d'avoir les mêmes droits, c'est-à-dire l'accès au salaire, les conditions de travail, de traitement et de rendement. Il n'y avait pas de raison que l'homme soit plus payé parce qu'on dit que lui c'est le sexe fort, il ne tombe pas malade, il ne prend pas de congé de paternité ou de celui-ci. Il n'y avait pas de raison. Et cela a été proposé en 1910 pour la première fois, le 8 mars aux Nations Unies, qui va être acté un peu plus tard. C'est une lutte du début du XXe siècle, c'est une lutte qui a pris du chemin. De cette lutte ouvrière va naître la lutte des droits de vote, la lutte de l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, la lutte dans le regard de la société envers la femme, la lutte pour l'accès à certains postes. À un certain moment, on pensait que la femme était reléguée à être une simple institutrice, infirmière. Certains postes, même politiques, même la finance, la femme ne pouvait pas. Même être enseignant universitaire, c'est un métier de l'armée, la femme ne pouvait pas. Mais cette lutte va ouvrir plein de portes. Et j'aimerais ici, par exemple, citer une femme qui m'a beaucoup inspirée en pleine ségrégation, Lisa Sparks, qui s'est levée pour lutter, pour dire non, le noir a le droit d'exister. Sur cette place, je ne peux pas me lever pour aller m'asseoir là-bas parce que je suis noire. J'ai aussi le droit de m'asseoir ici. On a vu Simone Veil qui s'est levée pour la lutte de la femme disposée d'elle-même pour l'avortement. Je ne suis pas trop pour cette loi parce que toute vie vient de Dieu. Il faut bien qu'on respecte la vie. On a vu l'autre de Beauvoir et on a vu ce combat qui a pris un autre courant aujourd'hui, à l'époque contemporaine, un courant dit sexiste, parce que de la misogynie, on parle jusqu'à une crise sexiste. Mais je pense aussi que dans cette lutte, on a vu des résultats. Et des résultats qui arrivent au fin de temps avec la construction et l'évolution des mentalités des sociétés. Que la femme arrête de penser qu'elle est victime, non. Mais je pense qu'il doit y avoir un autre pan de considération d'abord de son être. Moi, la femme, suis-je quoi? Une victime qu'on doit protéger. Là, dans ce cas, on encourage
l'esprit et la culture de la misogynie. Mais si je me considère comme citoyenne à part entière, qui jouit de mes droits et de mes devoirs, et que je dois me lever pour poser à la société, je dois être là où l'homme parle, je dois combattre, et je dois apporter une pierre à ma société, alors dans ce cas, la misogynie prendra un peu du recul, on quittera d'une misogynie sévère à une misogynie moins sévère et impliquée dans la société. Ben, Monsieur Akono, elle vient de nous faire un peu l'histoire de la Journée internationale de la femme, mais nous constatons que dans l'Azerbaïdjan, qui est un État islamique, et que la femme avait déjà ses droits depuis le XVIIe siècle. Il fallait attendre que les Russes viennent envahir ce pays pour remettre tout à zéro, reléguer la femme au rang de simple citoyenne, n'ayant pas des droits, mais dans ce pays, la femme avait déjà la parole, puisqu'elle votait déjà, elle donnait déjà son droit de vote. Bon, il faudrait repartir un peu. Bon, elle a fait l'historique de la journée, mais en matière de droits de la femme, nous pouvons remonter aux premières heures de l'histoire. Donc, nous pouvons retrouver déjà des femmes dans la cité antique Sparte, effectivement, qui occupaient déjà des fonctions politiques, parce qu'à Sparte, la femme... Qui est une cité grecque de l'Antiquité. Qui était une cité grecque avec une spécificité martiale, donc guerrière. Guerrière, effectivement. Et certaines femmes ont joué un rôle primordial dans la vie politique de cette cité. Donc, à partir de là, j'ose dire que la femme avait déjà pris conscience de son rôle dans la société, mais seulement ces femmes qui pensaient peut-être comme ça étaient plus ou moins minoritaires. Et lorsqu'on va évoluer dans nos sociétés, on va arriver à l'avènement de la civilisation arabo-musulmane, et la civilisation arabo-musulmane va en quelque sorte décréter les droits de la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme comme un fait contemporain, propre à l'Occident, mais lorsque nous sommes aujourd'hui à l'an 1441 du calendrier musulman, donc de l'Hégire, ici on se rend compte que le Coran qui a été descendu à cette époque, il y a plus de 1440 ans aujourd'hui, avait déjà décrit les droits de la femme. Par exemple, ici, la femme a droit à l'héritage, ce qui n'était pas le cas dans les sociétés judéo-chrétiennes. Dans certaines pensées chrétiennes, la femme était en quelque sorte perçue comme une malédiction. Donc, vu que c'est par elle que le diable aurait tenté pour pouvoir sévir l'homme. Aurait tenté l'homme et suscité la colère de Dieu. Et chez les Juifs également, la femme était privée de certains droits. Si nous partons également chez les Grecs, il y a même un savant grec qui se disait que bon, nous avons des prostituées pour le plaisir, nous avons des maîtresses pour les travaux domestiques, et nous avons nos femmes pour nous assurer une progéniture légitime. Donc ici, dans cette société grecque, ça c'était Démosthène, un grand penseur grec qui le disait comme ça. Donc dans cette société, la femme était reléguée à quasiment aux tâches les plus élémentaires. Procurer du plaisir à l'homme, s'occuper des tâches ménagères et assurer à l'homme une progéniture. Donc ici, lorsque l'islam arrive avec un nouveau discours, on a dans tout le texte coranique des aspects de la législation qui tendaient à protéger la femme. Et les Arabes avaient une coutume à l'époque qui consistait à enterrer les jeunes filles vivantes. Et le Coran, donc la révélation divine, est venue interdire cette pratique aux Arabes. Et cette pratique continue jusqu'à nos jours. L'interdiction, donc, c'est de mettre la femme au premier plan, c'est de la valoriser, parce que le Coran valorise vraiment contrairement à ce que pensent les autres. Le Coran a mis la femme en valeur et a accordé des droits à la femme parce que la femme n'avait pas droit à l'héritage. Et lorsque le texte coranique est arrivé, le Coran a institué cela comme
une obligation pour la société d'accorder une part d'héritage à la femme lorsque ses parents décédaient ou lorsque son mari décédait. Et deuxièmement, la femme, avant l'arrivée de l'islam, était en quelque sorte un bien qu'on héritait. Ok? Un bien qu'on héritait, et l'islam est venu également prohiber cette pratique. Si la femme n'était pas d'accord, on demandait ici à une femme qui est déjà mariée de donner son avis. Si elle est veuve, on n'a plus l'obligation de lui imposer un mari. Elle avait la liberté plus ou moins de choisir son homme. Et également aussi, la jeune fille qui ne s'est pas mariée, l'islam a interdit à aux parents de cette fille de l'envoyer en mariage sans qu'il y ait approbation de sa part. Et l'islam a également donné des signes. Comment saurais-je que cette fille n'est pas d'accord avec son mariage? Elle manifestera son mécontentement. Et si elle est d'accord, elle gardera le silence. Donc on dit qu'il ne dit rien, consent. Ouais. Mais de nos jours, nous constatons même qu'il y a des filles qui désertent les foyers parce que, quand la maison familiale, parce que papa et maman veulent l'imposer à un homme qu'elle ne désire pas. Ici, ce sont des choses que nous observons dans certaines communautés, et j'ai coutume de dire que c'est par ignorance du texte coranique et de la sunna du prophète. Nous allons prendre votre avis, j'aimerais madame. simplement dire qu'en tant que juriste, le silence ne vaut pas forcément consentement. Et vous avez dit que dans certaines religions judéo-chrétiennes, la femme n'était pas valorisée. Non, c'est mal méconnaître la Bible. Moi, je suis chrétienne. Dans la Bible, on a vu Déborah qui était juge en Israël. Et Déborah s'est battue pour la liberté. On ne parle pas, il n'a pas parlé de toutes les femmes, il parle de certaines femmes. Non, les droits sont octroyés à la femme dans la culture judéo-chrétienne. Le péché est entré par la femme, mais par la même femme, Dieu a décidé d'expier les péchés du monde en envoyant le Messie naître par une femme. Donc, on peut dire, la chute est entrée par la femme, le salut aussi est venu par la femme. Donc, j'aimerais simplement dire, dans certaines sociétés africaines, par exemple, moi je suis le peuple kémite, c'est que les gens disent noir. J'aimerais parler des Amazones du Dahomey. On a vu ces femmes qui se sont levées pour se battre, pour défendre leur terre face à l'exploitation de la traite négrière, qui estimait qu'il n'était pas normal que des Blancs viennent assujettir leur peuple, pratiquer la razzia. Non, encore ce que moi je peux dire par rapport aux Amazones, est-ce qu'elles avaient la liberté? Elles avaient, moi j'aimerais dire que si les Amazones avaient la liberté, parce qu'elles siégeaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir politique avec les hommes, elles assistaient aux réunions. Là on parle de la palabre africaine qui est aujourd'hui, on peut parler en termes d'africanisation, qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les assemblées. Que ce soit le Sénat. Maintenant, lorsqu'on va, on va aller plus loin. Chambres, Sénat, voilà, on va aller plus loin. On va avoir dans le peuple Ashanti la reine Poko qui faisait office de reine. Aujourd'hui, si on fait correspondre, ça fait en termes de royauté le souverain ou le pouvoir exécutif, mais qui prenait des décisions, qui a bien mené son peuple jusque dans le royaume actuel. Lorsqu'on parle du royaume Ashanti, si je ne me trompe pas, on voit le Ghana, on voit une partie un peu des pays frontaliers. Elle a bien managé le peuple militaire. On a la reine, on a aussi Vinta Chimpa au Congo qui a été boulé par les colons, qui s'est levé, qui a combattu, elle avait la liberté et qui avait des hommes sous sa domination. On a Njinga aujourd'hui en Angola. Je parle des femmes qui avaient la liberté de combattre pour leurs droits. Et pour le droit aussi des hommes. C'est vérifiable, on a Vinta Chimpa au Congo à côté, le royaume Congo. On a Njinga en Angola. Les faits sont là. Bon, ce que j'aimerais, en fait, j'aimerais recadrer un peu les faits. Ici, nous sommes un peu entrés dans plusieurs civilisations au même moment. Effectivement. Parce que nous sommes allés dans la Grèce antique, nous sommes allés dans le monde judéo-chrétien et nous sommes encore venus dans le monde en fait un négro-africain. Ok? La question de la femme dans la tradition même africaine, de l'émancipation de la femme, ne se pose généralement pas.
Si nous prenons par exemple les peuples du Sud, la femme a même plus d'importance que l'homme dans la société. La question de la misogynie dont il est question que nous abordons aujourd'hui, s'est plus manifestée dans le passé, dans le monde occidental. Parce que chez nous, dans nos traditions, tout le monde a sa place dans la société. Et en fonction des coutumes, la femme a toujours eu sa place. D'accord? Donc, quand vous allez, c'est bien. La seule chose dont je voulais peut-être remettre en cause, c'était le cas des Amazones. Les Amazones ici, en fait, c'était un corps militaire, en quelque sorte constitué de mercenaires féminins. Et lorsqu'on est mercenaire, on est soumis à l'autorité de son maître. On est soumis à l'autorité de son homme. Mais nonobstant que partout en Afrique noire, que l'on soit à l'ouest, que l'on soit à l'est ou au centre, on a toujours eu des femmes qui ont régné. Et c'est le propre même de certains groupes du originaires de la région du Bas-Congo, où la femme, en fait, déjà la filiation, elle est même matrilinéaire chez certains peuples. Donc ici, la femme n'est pas en quelque sorte marginalisée. Sauf qu'avec les mélanges, d'accord, certains esprits misogynes sont apparus. Mais la femme a toujours eu une place dans la tradition négro-africaine. Madame, j'aimerais ici rebondir en disant, sur les Amazones du Dahomey, je ne suis pas d'accord avec le terme mercenaire. Mercenaire, oui. C'est le terme quelle est l'expression que vous siez alors? C'est le terme que les Occidentaux ont voulu réécrire l'histoire africaine. Et négro-africaine, non, ce n'est pas un terme qui sied, c'est le peuple kémite. Le peuple kémite. Ces femmes se sont levées pour défendre leur terre. La terre est l'identité d'un peuple. La terre est l'héritage de nos enfants. Et la terre est le corps de garde, comme on dit chez moi au sud, chez les Pouvis, ils disent que la terre, c'est le corps de garde d'un homme. Un homme sans terre, il n'existe pas, il n'a pas d'autorité. Et chez les Pouvis, ils disent, pour que tu sois un homme debout, il faut bien poser tes pieds sur terre. Et donc, j'ai entendu ça dans la province, le Gololo. C'est pas oui. C'est pas être mercenaire. C'est assumer le droit de la défense. Le mercénarisme ne vient pas. Le mercénarisme n'est pas du côté des Amazones du Dahomey, mais du côté de l'Occident qui se lève, qui se donne. Ne confondez pas les... Non, je ne confonds pas. Il faut ramener l'expression à son sens. Et nous savons très bien que ce n'est pas un terme africain. C'est pas un terme, il est occidental. C'est pas un terme africain. Aujourd'hui, c'est comme nous allons dire militaire. Pour des dames qui étaient... C'est comme nous allons dire aujourd'hui militaire. Est-ce qu'elles avaient le choix? Maintenant, est-ce qu'elles avaient le choix? Il faut maintenant regarder la structure des rois, en fait, du royaume Dahomey. Qui était roi? On avait le roi Benzin qui était là, et le roi Benzin a fait le choix de s'entourer d'un corps d'élite féminin. Et lorsqu'on est... Nous l'avons vu avec un président africain contemporain. On a vu avec le président Muammar Kadhafi, qui s'est inspiré également du roi Benzin. C'est pas pour autant qu'on dirait que les Amazones qui constituaient le corps féminin d'élite de Kadhafi étaient libres. Généralement, c'est des femmes qui étaient entièrement soumises à la domination de leur maître. Donc, c'est quoi je vais dire ici? Je ne parle pas de domination, je parle plutôt de choix de vie, d'idéologie. Pourquoi? Parce que même en négociation, en relation internationale, lorsque l'homme, quelque part, l'homme, il se heurte à un mur, on envoie une femme. Et lorsqu'on envoie la femme, l'État en face sait que c'est pour ne plus négocier, mais c'est pour un veto. C'est comme dans certaines transitions, lorsque ça ne va pas, pour apaiser... Et nous savons aussi que la négociation avec la femme passe bien. Non. La négociation avec l'homme passe bien. Avec la femme, c'est comme un refus. Lorsqu'on envoie la femme, c'est pour dire ce qu'on s'était accordé au départ, on ne change plus. Voilà pourquoi, vous voyez, dans certains pays, lorsqu'il y a un brasier de partout, on prend toujours une femme pour mener à bien la transition. Parce que la femme, elle a dit non.
on ne change pas le protocole. Maintenant, j'aimerais vous... On prend toujours une femme. Est-ce que donc les femmes sont meilleures dans la conduite des transitions? Non, ça, je doute fort. Ne faisons pas les... Je parle de transition dans les exceptions, par exemple, de l'Afrique. Mais n'en faisons pas les généralités. Madame, s'il vous plaît, continuez d'abord. J'ai bien dit... Nous n'avons vu que 2 transitions en Afrique. Dans certaines zones de l'Afrique, là où pour éviter qu'on ne vire à plus d'échauffement, d'embrasement, on prend la femme. Parce qu'on pense un exemple atténuant. On a vu en Centrafrique, on a vu au Gabon. Bon, encore que finalement, on a vu des femmes qui, en fait, qui étaient, me semble-t-il, marginalisées à un moment donné dans l'exercice même de cette fonction. Donc ici, on ne va pas dire que ces femmes-là ont réellement joué un rôle. Les femmes, on a même souvent eu l'impression que ces femmes qui ont conduit des transitions étaient en quelque sorte des marionnettes parce qu'il y avait tout un jeu. Il y avait tout un jeu politique derrière. Madame, s'il vous plaît. D'accord. Il y avait tout un jeu politique derrière. Il fallait des personnes malléables. Madame Gollet, nous sommes sur la misogynie. Actuellement. Voici la misogynie, c'est ce qu'il dit. Non, mais il faut aussi. Non, ne faites pas la victime. Elles ne le sont pas. Non, Monsieur Akono. victime. Monsieur Akono, nous n'avons pas joué à la victime. Il faut aussi Monsieur Akono, ces femmes qui ont assuré les transitions en Afrique ont souvent été manipulables. Parce qu'elles n'ont pas été manipulables, elles ont pris à corps un combat dans un climat de tension et de peur. On ne peut pas le dire. Monsieur Akono. Ça n'engage que vous, ça n'engage que moi aussi. C'est aussi ça la liberté. Ça n'engage que vous, chacun garde son opinion. Madame, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Nous sommes sur la misogynie. Est-ce que, dans votre introduction, vos propos introductifs, vous avez parlé de la femme, comment est-ce qu'elle devait se comporter? Oui. Mais de nos jours, est-ce que la femme n'est-elle pas à l'origine de ce qui se passe? Lorsque nous prenons le cas des placements, ce sont des femmes qui sont à la tête, des groupes sexe ici et là, ce sont des femmes. Est-ce que la femme elle-même n'est pas à l'origine de la misogynie de nos jours? Je voudrais simplement dire que de nos jours, il faut vivre avec son contexte. Il y a ce qu'on appelle les placements, c'est des dépravations de mœurs, des us et coutumes. Déjà, il faut qu'on reparte dans nos cultures. Nous sommes africains. Les Africains n'ont pas la culture du sexe qui se vend vieux monsieur du monde. Ça, c'est les Occidentaux. En Afrique, c'est quelque chose de pudeur, de pudique. Par nos cultures, nos us et coutumes. Donc, j'aimerais dire que bon nombre de femmes deviennent acculturées. On ne va pas parler de misogynie, on va parler de dépravation de mœurs. Il faut appeler le chien chat, le chat chat. On peut parler de misogynie dans le cadre où certains postes administratifs, politiques sont encore fermés aux femmes. Au Gabon, par exemple. Nous avons une femme présidente de la République, nous avons une femme présidente de la Cour constitutionnelle, nous avons une femme présidente du Sénat. C'est récemment qu'on a vu qu'une femme a accédé au poste de gouverneur. Christiane Leka est ancienne magistrate. Mais nous avons des femmes gouverneurs de la province. La province du Moinogoué, chez moi, c'est une dame qui est gouverneure. La province de Goué-Lolo, chez vous, c'est une dame qui est gouverneur. C'est ce que je dis. Donc vous voyez que... Non, moi, j'aimerais dire ici... Monsieur Akono, s'il vous plaît. Non, souffrez de m'écouter. Allons-y. Prenez votre mal en patience. La misogynie, à un moment, au Gabon, pas comme au terme des Occidentaux. À l'occidental, où on crachait sur la femme, on la traitait, on la stigmatisait, à la fermeture de certains postes. Mais après, il y a eu la décennie de la femme, il y a eu beaucoup de combats qui a commencé avec l'honorable Albertine Maranga Moussavou au sein même du Parlement, qui disait qu'il fallait ouvrir certains postes à la femme. Et ça s'est fait. On a une femme, je crois, en Congo qui est sous-préfet ou préfet, quelque chose comme ça. On a des femmes gouverneurs et on a certains postes aujourd'hui. Donc vous attendez maintenant une femme Premier ministre, c'est ça? Puisque nous avons déjà eu une femme présidente de la République. Donc là, vous attendez maintenant une femme Premier ministre, c'est ça? Oui, c'est possible. C'est possible, une femme Premier ministre. Pourquoi pas? La femme est vecteur de développement comme l'homme. Effectivement. Donc, elle peut bien mener à bien la politique nationale du gouvernement. Pourquoi pas? Si on a des femmes ministres... Mais vous pensez que ces femmes qui ne se respectent plus de nos jours, qui passent leur temps dans des placements, dans des trucs... pensez qu'on peut leur confier des postes de responsabilité? Il faut repartir à la souche du problème. Ceci ne sont que les symptômes.
quelle éducation aujourd'hui nous inculquons à ces jeunes filles? Mais qui éduque? C'est la femme qui éduque. Mais c'est la femme qui éduque. Non, justement, là, il y a misogynie, monsieur. Non, là, ne faites pas la victime, chère. Non, 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 il y a misogynie. L'éducation... Là, je ne méprise personne. Je ne fais que tomber. Faut pas stigmatiser. L'éducation, oui. Les enfants incombent aux deux parents, même dans nos us et coutumes. Oui, mais vous savez moi, très bien. Je dis bien, j'ai grandi avec mes deux parents. Mon père, il me faisait asseoir pour m'inculquer une certaine éducation identitaire. Oui, là c'est parce que votre père avait ce temps-là, mais aujourd'hui... Il me disait... Aujourd'hui, les temps ont changé, madame. Mais vous conviendrez avec moi que père ne peut pas jouer... Papa travaille beaucoup. Il travaille parce que... Non, monsieur Ahmed, monsieur Binoubal, vous savez, dans la société... Ça ne marche pas. Pourquoi? L'éducation de la jeune fille incombe à la femme. Je peux... Allez, non, continuez, c'est des sociétés... Continuez, madame. Allez-y, allez-y. Stigmatisation. Non, je ne vous laisserai pas... Je ne vous laisserai pas dire que c'est une société... Vous êtes ancré dans votre culture. Dans ma culture, les pouvis disent... Vous êtes ancré vraiment dans votre culture. L'enfant, c'est le témoignage de l'existence d'un homme et d'une femme. Effectivement. Si cet enfant est raté, il reflète le contenu de la cuisine de sa mère et du corps de garde et des lamentations de son père. Ça veut dire simplement dire que l'enfant est l'ambassadeur du père et de la mère. Vous ne pouvez pas jouer au monsieur très occupé, alors que le plus important, c'est l'éducation de votre enfant. Pourquoi aujourd'hui, il y a la perte des cultures de mœurs? On a acculturation. Parce qu'il y a démission parentale. Ceux qui doivent jouer leur rôle, ils abandonnent tout le rôle à l'enseignant. Alors que l'enseignant, il vient pour enseigner, c'est pas lui qui va éduquer votre enfant, et ni la femme. Il faut bien que chacun prenne sa place. La femme éduque à son niveau, sur l'éducation, sur un certain plan, mais à un certain niveau d'autorité. Pour asseoir la culture, l'identité de l'enfant, il faut que le papa il soit là pour jouer son rôle. Monsieur Akono, ne démissionnez pas, ne venez pas tout stigmatiser. Voici une misogynie, même si elle n'est pas très poussée, qui est là au Gabon. Tout ce qui est mauvais. L'enfant a fait l'enfant à 13 ans. Grossesse précoce, c'est la mère. Madame la première dame Sexualité précoce, c'est la mère. Madame la première dame l'a rappelé. Mais où est le rôle du père là-dedans? Où est le rôle du père là? Je ne joue pas la victime, je veux simplement interpeller que tous les deux parents, ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants. S'il y a des privations de mœurs, c'est qu'il y a démission parentale. Monsieur Akono, existe-t-il la misogynie au Gabon? Si oui, comment est-ce qu'elle se manifeste? Bon, je vais d'abord dire aujourd'hui... Madame Ngolet, vous voulez répondre? Madame Ngolet, que la question de la misogynie en Afrique noire traditionnelle, dans notre Afrique noire traditionnelle, est à prendre avec beaucoup de pincettes. Expliquez-nous. Tout dépend, non seulement des régions, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on prend les populations originaires du Bas-Congo, qui ont fait des migrations vers la région de Logoué, jusqu'à la région de Logoué, et jusqu'à atteindre le fond migratoire fond, ici, la femme occupe une place importante. La même chose lorsqu'on regarde la société au Mienais, Pongoué surtout, la femme joue également un rôle important dans la société. Donc, ici, les tâches dans une société sont clairement définies. Le père, qui est le chef de famille, a son rôle. La mère a également son rôle. Généralement, c'est la mère qui apporte l'affection aux enfants et le père impose en quelque sorte une certaine discipline. Mais lorsqu'on va maintenant regarder les enfants des deux sexes, l'éducation de la jeune fille incombe généralement à la mère. À la mère. Et même lors des rites initiatiques, il y a des rites initiatiques réservés aux femmes. Et il y a des rites initiatiques réservés aux hommes. D'accord? Donc, lorsque la femme va échouer, la jeune fille, va en quelque sorte adopter des comportements pervers, la responsabilité, elle est d'abord celle de sa mère. Comprenez? Généralement, lorsque la jeune fille déconne, c'est la mère qui couvre d'abord. Il ne faudrait pas que
ton père soit au courant. On a souvent assisté à ces scènes. Ou bien quand la situation devient grave, c'est là où maman va appeler le père au petit côté, commencer à chercher des formules là d'atténuation. Généralement, les bêtises de nos filles ou bien de nos sœurs sont couvertes par nos mères. En fait, ce sont des faits de société. Nous vivons dans la société gabonaise. Okay? Et souvent, les mamans aussi aiment cette expression. Regarde-moi la tête comme son père. Ce sont des choses que nous à un moment donné, comprenons que l'éducation de la jeune fille appartient à la maman. Et lorsque l'homme échoue dans la société, ici c'est de la responsabilité du père. Parce qu'il est censé imprimer sa marque au comportement de l'enfant. Donc il faut à un moment donné voir la part des choses. Ce que je disais, dire que notre société elle est misogyne, non. Parce que dans notre société africaine, les tâches sont clairement définies. Même dans les travaux champêtres, les tâches sont clairement définies. Et la femme fait même la fierté de son homme. On reconnaît la capacité, la force d'un homme au nombre d'épouses. Et dans certaines sociétés, comme la société bamileke, les femmes se plaisaient même à vivre en polygamie. Ce n'était pas mauvais en soi. Madame. Monsieur Ahmed, vous voulez rebondir J'aimerais rebondir dans ce qu'il disait en disant non. Dire que l'éducation de la jeune fille incombe seulement à la maman, je ne suis pas du tout. Mais c'est un comportement que nous constatons. La fille est souvent complice de sa mère. Moi, j'ai assisté à des expériences où la fille elle découche. La mère prend le temps d'aller réveiller son homme pour dire « Viens constater, elle est partie ». Allô, tu es où? Tu n'es pas... Attends, souffle de m'écouter. Tu n'es pas rentré? Je veux informer à ton papa. J'étais à ta réunion d'école. On m'a fait part, tes enseignants, de certains comportements. Je vais informer à ton papa. Et elle le fait. Et elle... ce comportement des placements ou bien... le comportement de sécher des cours ou des enfants très agités. Parfois, les enseignants, ils font état dans le cahier de liaison à ce qui ne va pas. Et j'ai vu comment la mère elle-même, elle va expliquer ça au papa et le papa sévit sévèrement l'enfant. Maintenant, pour dire que l'image, les garçons sont à l'image du père, je dis non, parce que moi, chez moi, dans ma famille, j'ai ma tante qui a élevé ses 2 garçons. L'autre, il est médecin en Guyane, l'autre, il est là, il travaille. Leur papa étant décédé tôt, cette femme a fait un travail chapeau avec ses 2 garçons. Aucune personne n'a fait les enfants avant de se marier. Ils se sont accomplis une vie universitaire. Ce sont des cas palpables. Non, ça peut m'écouter. Donc, ça peut exister, oui, ça existe. Dans l'éducation, lorsqu'on dit que c'est la mère qui est censée donner de l'éducation à la fille... Madame Gollet, qui passe plus de temps avec les enfants? Monsieur Ahmed, il faut m'écouter. J'aimerais simplement vous dire, l'éducation que l'Afrique donne le pan à la mère par rapport à la fille, c'est lorsqu'on parle d'un certain contexte d'intimité. Je ne veux pas... le père, on est dans une société de gènes africaines. Effectivement. Vous n'allez pas parler avec votre fille de menstruation, comment ça se passe. Vous n'allez pas parler à votre fille d'hygiène intime. Vous n'allez pas parler à votre fille d'une certaine bienséance en public. Lorsque une femme... Vous n'allez pas parler à votre fille, vous, papa, comment tenir une cuisine, comment tenir une chambre. Mais moi, je le fais avec ma fille. Mais justement, je le fais. C'est pourquoi j'ai dit ici l'échec de la jeune fille. Laissez-moi parler. Voilà, de la dans mère. ce pan, la société africaine laisse grandement un grand boulevard à la mère. Mais sur le point de coercition, de vie, de dépravation de mœurs, on donne l'autorité au père de sévir. D'ailleurs, moi j'ai vu quand moi je grandissais, j'allais au lycée, quand je venais dire à mon défunt père, à son âme, que papa, moi, le prof a dit qu'on doit aller travailler l'exposé. Ça a été reporté. Mon père, ne me faisant pas parfois confiance, il disait à mon frère, Didier, oui, il y a les exposés qui ont commencé dans la seconde de ta soeur là-bas.
Et Gerald disait, oui, je vais aller me renseigner. J'ai mon ami avec qui je joue au basket là-bas, qui est dans la même salle de classe. Il faisait de mes frères, des gendarmes. Des gendarmes. Donc c'est pour dire que ça n'incombe pas, quand vous dites que ça incombe à la mère, non. Mon papa était au courant de tous mes faits et gestes dans mon établissement, de mes moyennes. Parfois, en mathématiques, parce que il y a eu une certaine complicité aussi entre vous, mais lorsque vous parlez... Ce que je disais, c'est que l'éducation, on ne doit pas donner toute la responsabilité à la femme. L'éducation doit être partagée. Mais monsieur Akonou, que pensez-vous des papas qui rentrent bourrés, mais qui n'ont pas le temps de travailler avec leurs enfants? C'est vrai qu'on a déjà abordé... Ils sont des missionnaires. Cette question ici dans... différentes émissions sur le plan éducationnel. Des papas qui passent leur temps au maillot jaune, communément appelé maillot jaune dans les gaboprix, ça existe encore, dans les toquets, avec un verre de bière et rentrer directement à la maison, manger, dormir. Ici, c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans un sujet où l'on veut se perdre un tout petit peu. Ok? Mais tout ça, ça sert dans la misogynie. Nous sommes en train de... Parce que dans mon introduction, j'ai dit que le droit fondamental, il est commun. Qu'est-ce que je vais vous dire? Allez-y, monsieur. Dans l'Afrique traditionnelle... Oui, vous est traditionnaliste aujourd'hui. Dans l'Afrique traditionnelle, avec des initiations, ou dans l'Afrique où l'islam est le socle de la société, le père est instruit sur ses responsabilités. Ok? Maintenant, le comportement aujourd'hui où le papa va rentrer bourré, ce sont en fait les points négatifs de la colonisation. Et la colonisation, ici, est responsable en quelque sorte de cet alcoolisme-là. Si vous prenez le livre d'histoire sur la colonisation, on vous montrera les méfaits de l'alcoolisme. Mais cela ne devrait pas nous... En fait, si on fait un sondage, ok? Ne prenons pas quelques cas exceptionnels comme elle était en train de prendre quelques cas, telle femme avait fait tel... Mais si nous avons 1000 cas, on a combien de cas qui rentrent dans sa description? Quelle est la proportion aujourd'hui? Et généralement, je peux même dire, nous avons un fait de société au Gabon, ok, avec la dépravation des mœurs, parce que quoi? On a des familles monoparentales. Et généralement, ce sont des jeunes filles qui ont eu des enfants, des rapports sexuels précoces, ont attrapé des grossesses et sont obligés d'élever leurs enfants seuls. Et ce sont ces petits aujourd'hui qui nous posent la plupart des problèmes de banditisme. Généralement, lorsque on a un foyer équilibré père-mère, les deux vont inculquer certaines valeurs morales à la progéniture. Ok? Mais la plupart des cas, on a, dans le cas de la société gabonaise actuelle, et le recensement de 2013 l'a révélé, le nombre de femmes chefs de famille a augmenté. Et cela se justifie par le fait de la recrudescence de la famille monoparentale. Et dans la famille monoparentale, les femmes sont généralement en train d'élever leurs enfants seuls. Et combien de femmes vont réussir comme sa tante? À un moment donné, allons faire un sondage dans les quartiers, on verra que la proportion sera très infime. Ce n'est pas de la misogynie, on met les gens, nous sommes face à nos responsabilités. Et je dis, dans l'Afrique traditionnelle, il y a des phénomènes que nous observons aujourd'hui que l'on ne pouvait pas observer dans l'Afrique traditionnelle. Et ce que nous observons aujourd'hui n'est que la conséquence du mimétisme de la société occidentale. Nous avons aujourd'hui nos femmes qui veulent pour un téléphone iPhone, elles sont capables de se donner à n'importe quelle pratique. C'est la fin qui justifie les moyens. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons la prostitution dans nos rues, c'est lié à quoi? C'est lié aux questions matérielles. Or, dans l'éducation traditionnelle africaine, on apprenait d'abord des vertus morales à la jeune fille, des vertus morales au jeune homme. Et c'est ce que nous sommes en train de perdre. J'aimerais rappeler ici une citation de la Grande Royale dans l'aventure ambiguë, ok, pour caricaturer ce que nous vivons aujourd'hui. La Grande Royale dit, l'école où nous envoyons nos enfants tueront en eux ce que nous aimons et préservons à juste titre. Donc la société dans laquelle, avec toutes ces expressions, misogynie, etc. et autres, en fait c'est la conséquence d'un mimétisme
bête, excusez-moi l'expression, de la société occidentale. Mais, madame, vous avez... J'ai vous nous avez jamais, dit... madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que vous avez obtenu une licence en droit. C'est que vous maîtrisez un peu le droit, même si vous n'êtes pas bien nanti du droit. Mais que nous dit la loi gabonaise à propos de la misogynie, madame? Non, la misogynie, ce n'est pas un fait typiquement africain. Vous devez comprendre, M. Ahmed, lorsqu'on prend un phénomène à l'Occident, on ne peut pas faire ce qu'on appelle le calcage. Mais puisque c'est même bon nombre de nos articles, nous l'avons calqué là-bas. Non, oui, c'est une erreur. Ah, d'accord. C'est une erreur des pères fondateurs de nos nations. Voilà pourquoi on a hérité des États. Encore quand on n'a pas eu de pères fondateurs de nos nations sont des faits artificiels imposés par l'Occident. C'est le Gondwana qui est un père fondateur. Ces États qui naissent de découpage, de la volonté du colon, a amené ce qu'on appelle les États d'imposition aux Africains. Et donc, pour faire profil bas, pour bien être le bon petit de la métropole, parce que ce sont comme des territoires, ça continue avec le néocolonialisme et l'État néocolonial, à se soumettre à l'Occident, on est obligé de tout calquer. Aujourd'hui, on va vous amener les grands contextes comme médiation et tout ça. Mais l'Africain connaît la palabre. On va vous dire, l'institution africaine n'existait pas, mais c'est faux. On était des sociétés bien organisées, on avait des royaumes, on avait des principes, on avait des règles, et on avait des limites. Et on avait aussi des sanctions plutôt face à certains comportements déviants tels l'épi dorsal. L'épi dorsal, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous comportez avec des dépravations de mœurs, où vous persévérez dans des comportements qui mettaient en danger la communauté, on estimait qu'il fallait vous livrer à la partie adverse pour réparer le tort, parce que apparemment on a essayé de résoudre ce problème, la communauté, en votre nom, mais vous continuez pour éviter que la communauté n'aille en guerre à cause de vous ou de vos propres intérêts matériels. Il faut réparer ce tort-là. Donc, mais aujourd'hui, il est difficile pour nous de nous détacher du matériel. Il est difficile parce que l'Occident est venu tuer la richesse africaine. La première richesse africaine, c'est la culture, c'est l'identité. On nous a amené une identité qui n'est pas la nôtre. On nous a amené des dépravations de mœurs. On nous a amené des grands contextes. Vous allez parler, aujourd'hui, on va vous dire en Afrique, la misogynie. Mais ce n'est pas un fait africain, M. Ahmed. Je suis au regret de vous l'informer. Dans la société africaine, lorsque vous allez, je vous ai pris le cas, il m'a mal saisi, M. Abdallah. Je ne soutiens pas ces thèmes qui ne sont pas propres à l'Afrique. Je vous ai cité le cas de Vinta Chimpa, qui était reine, qui a régné au Congo. Je vous ai pris le cas de Njinga, grande reine de l'Angola. Je vous ai pris le cas des Amazones. Elles avaient déjà le pouvoir de la défense, le droit de la défense. Je vous ai pris le cas des Amazones du Dahomey qui se sont levés. Donc c'est pour vous dire que ici, on peut les comparer à des vassaux militaires. C'était des vassaux militaires, mais des femmes. Mais je vous ai pris le cas, une seule fait, dans ici, là où les femmes africaines, par exemple, ma grand-mère me disait, la femme africaine, lorsqu'on parle du contexte même polygamique, pour que l'homme se remarie, la femme elle-même le disait, parce que ma grand-mère l'a dit à son époux. Ayant été mère de 8 gosses, elle trouvait que elle était fatiguée, prendre soin des enfants, il fallait encore aller subvenir à l'intimité de l'homme. Elle avait dit, il faut aller chercher une autre épouse. Moi, je veux me concentrer à d'autres choses. Et on parle de société d'initiation africaine, il faut une certaine spiritualité. Ayant acquis le statut de prêtresse dans les rites d'initiation typiquement féminines, il fallait qu'elle se consacre à une certaine vie de spiritualité. Donc elle avait décidé volontairement à son époux, il faut que tu te cherches une autre épouse. Donc c'est pour dire que les contextes, on va parler de misogynie, ça n'a rien à voir avec le reflet de la société
africaine. Et pourtant, c'est ce que nous vivons, hein. Nous voyons ça partout. Non, nous voyons ici des cas isolés comme la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Ça ne veut pas dire qu'on rejette, parce que dans la même société, dans les mêmes faits, il y a des gens qui se lèvent pour défendre ces femmes qui sont spoliées. Mais, Monsieur Akono, vous nous avez parlé dans votre introduction, vous nous avez parlé un peu de la communauté musulmane ou du monde arabo-musulman. Mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que la communauté musulmane est le reflet de la misogynie? Bon, les faits sont là, il ne faut pas les nier. Okay. Nous n'avons pas d'imam femme. Hein? C'est pourquoi, non, encore qu'en islam, l'imama n'est pas féminin. Il faut être clair là-dessus. L'imama n'est pas, on peut avoir... Mais nous avons vu à l'époque... Des prêcheuses, mais à l'époque du prophète, nous avons vu une femme diriger la prière. Je dis... C'est vrai que c'était un cas isolé. En islam, on ne va pas prendre... C'est pourquoi je disais, on ne va pas prendre une particularité ou bien un fait unique pour une généralité. Donc ici, les faits sont là. On dira que certains musulmans, dans certains États musulmans, les femmes sont plus ou moins marginalisées. Les faits sont là. Mais c'est par, j'aime dire, c'est par ignorance, ou bien c'est par omission à l'application de certains principes du Coran. Parce que dans le texte coranique, les droits de la femme sont clairement définis. Il ne nous reste maintenant plus qu'à les appliquer. Et c'est là où on a un comportement qu'on peut qualifier de machiste. Où les hommes vont s'approprier peut-être de leur capacité physique ou de leur éloquence pour essayer de marcher sur les droits de la femme. Mais l'islam en soi n'est pas misogyne. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, ceci, juste pour rappeler que les femmes sont encore bien souvent trop victimes des inégalités à travers le monde. Juste pour rappeler des faits, que nous n'avons pas encore une femme Premier ministre au Gabon. Nous attendons tous le jour où une femme, peut-être, après là, nous pouvons avoir une femme Premier ministre. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous souhaitons comme ça un excellent week-end et bon début de semaine. Inch'Allah, nous vous laissons avec les programmes de notre chaîne préférée, Nour TV. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.